J'accueille sur ce plateau nos duellistes débatteurs du dimanche. Bonsoir Marlène Schiappa. Vous pouvez vous asseoir sur le siège juste là. Il n'y a pas votre nom, mais merci. Voilà. Ancienne ministre, merci d'être avec nous ce soir. Robert Ménard a trouvé son siège. Bonsoir. Absolument. Bonsoir Robert Comme Ménard. toutes les semaines, juste à votre gauche. Merci d'être avec nous. Juste avant de commencer ce duel, je voudrais qu'on retrouve Maxime Brandstetter du service police-justice, avec lequel on va essayer de comprendre ce qui s'est passé à Lyon. Une enquête pour tentative d'homicide involontaire a été ouverte après l'attaque au couteau qui a fait 4 blessés. Maxime, quelles sont les dernières informations dont on dispose sur ce qui s'est passé à Lyon ? On sait que ça se passe donc un petit peu après 14 heures et qu'il y a visiblement un homme, place Jean Jaurès, au niveau du métro de Lyon, qui, avec un couteau, a attaqué plusieurs personnes et qui est interpellé et placé en garde à vue quasiment immédiatement par les policiers. Parmi les 4 personnes blessées, il y en a 2 qui sont dans un état d'urgence absolue, 2 personnes qui sont blessées légèrement, une autre personne qu'on nous dit choquée. Il y a personne qui a son pronostic vital engagé, nous dit-on, et l'homme donc a été placé en garde à vue. Alors maintenant, pourquoi ce passage à l'acte? Pourquoi cet homme attaque des personnes comme ça à Lyon, à proximité du métro? Pour l'instant, on n'a pas la réponse. On sait que le parquet national antiterroriste qu'on a sollicité n'est pas saisi des faits. On nous donne l'information que l'homme a un passé psychiatrique, qu'il a été plusieurs fois interné, il a 27 ans, qu'il a un profil paranoïaque, et on n'a pas de notion de revendication ou de choses qu'il aurait crié au moment de son acte. Donc voilà, un homme qui a donc blessé 4 personnes, dont 2 en urgence absolue, et pour l'instant, les enquêteurs essaient de comprendre ses motivations. Merci Maxime Brandstetter, et on vous retrouve évidemment dès qu'on en sait plus sur ce qui s'est passé. Merci pour ces informations. Robert Ménard, évidemment, Maxime Brandstetter l'a dit, sans doute un profil avec des troubles psychologiques, troubles psychiatriques de la part du suspect présumé. Malgré tout, ce qui revient assez régulièrement dans ce genre d'affaires, le suspect sous OQTF. Une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, c'est-à-dire qu'il n'avait pas vocation à être sur le territoire. Ça, c'est un problème récurrent qui d'ailleurs touche la France, mais pas que. Beaucoup de pays européens ont du mal à régler cette question des OQTF. On le voit là encore dans ce qui s'est passé. On a envie de dire une de plus quand même. Attendez, certes c'est compliqué les OQTF, mais en même temps on est à des chiffres invraisemblables. On est quoi, à 10? Je sais même pas, on a dû dépasser maintenant. C'est un peu mieux qu'avant, mais ça reste... Enfin, ça veut dire, de ce côté-là c'est un échec. Et tout à l'heure, je vous entendais débattre à propos du Rassemblement national, oui. Du Rassemblement national et du débat lui-même entre M. Bardella et Jordan Bardella et Gabriel Attal. Vous dire, la majorité, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ça, là, c'est des voix encore plus pour M. Bardella. Parce que de ce côté-là, c'est un échec. Il y a d'autres sujets, on pourra parler de l'assurance chômage et tout là-dessus, ou peut-être qu'on peut rien faire d'autre. Mais sur ces questions-là, c'est l'échec de M. Macron depuis le début. Je ne sais pas comment... vous n'avez pas été capable de prendre la mesure de l'exaspération des gens. Je veux dire, moi j'ai trouvé Gabriel Attal meilleur que M. Bardella, donc c'est pas le problème. Et je trouve qu'il répond à des questions. Mais ça ne pèse rien par rapport à ça, et légitimement. Les gens, ils en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Attendez, vous avez vu ça? Je veux dire, on va pas faire ici la liste des gens sous OQTF. Je vous rappelle, et moi, quand je refuse de marier un type sous OQTF, je vais être poursuivi par la justice. Enfin, le monde est un tout petit peu... Alors moi, je vous avais soutenu, M. Ménard. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est simplement... Non, mais je le redis, parce que c'était simplement l'application de la loi. Ce que certains vous ont dit, c'est raciste, etc. En fait, il y a des obligations qu'a un maire, et au demeurant, un service d'état civil aussi. Je faisais juste de l'aparté. Ne le prenez pas pour vous. Je ne prends rien personnellement. En plus, là, vous êtes plus libre pour parler tranquillement. Et je vais parler. On peut au moins se mettre d'accord pour dire que sur les questions de sécurité, sur la mise en œuvre des OQTF. Mais attendez, mais moi, je suis capable aussi, je le dis chaque fois, comme maire, de pas vous faire un procès sans fond. Pour mettre en place des OQTF, il faut encore des centres de rétention administrative. Moi, je connais plein de maires, y compris tout à l'heure, vous auriez pu poser la question aux représentants du Rassemblement national, ils ont refusé tous les centres de rétention administrative. Tu peux pas... Et pareil pour les prisons, d'ailleurs. Mais pareil, tu peux pas dire à la fois, il faut virer les gens qu'on doit virer puisqu'il y a une obligation, il faut mettre en prison des gens qui doivent aller en prison et refuser de construire des prisons et refuser de construire des centres de rétention administrative. C'est pour ça que je vous dis pas que je vous fais un procès à vous. Mais sur ce terrain-là,
je sais pas, on parle, il n'y a pas un enjeu électoral, ni pour vous, ni pour moi. Je suis candidate à rien. Mais voilà, donc au moins on pourrait se dire, je veux dire, Gabriel Attal, il peut dire tout ce qu'il veut, Emmanuel Macron tout ce qu'il veut, par rapport à ça, il se casse le nez sur la réalité. Sur les OQTF, moi je suis favorable, comme vous, Monsieur Ménard, et comme probablement toutes les personnes, une grande partie en tout cas des personnes qui nous écoutent, à l'application à 100% des OQTF. On peut rentrer, si on en a le temps et si vous le souhaitez, dans le débat du pourquoi ces OQTF ne sont parfois pas appliqués. Je veux commencer quand même par avoir un mot de soutien pour les personnes qui ont été ciblées par ces attaques au couteau. Et moi, je veux profiter de ce débat pour adresser mon soutien à une jeune femme qui a été très peu soutenue, qui s'appelle Claire Géronimi. Cette jeune femme, elle est extrêmement courageuse. Elle a été violée par une personne sous OQTF à Paris, dans le 8e arrondissement. Et quand elle a parlé de ce qu'elle avait vécu, on lui a dit qu'elle était d'extrême droite et qu'elle était raciste. Donc elle est doublement victime. Elle a été victime de ce viol d'une part. Et pour avoir parlé de la vérité et de la réalité de l'état de la personne qui l'a violée, normalement, n'importe quelle organisation féministe serait supposée la soutenir parce que c'est une victime de viol. Et bien au contraire, elle a pris du harcèlement depuis des mois sur ses supposées positions politiques. Donc je veux dire ici que cette jeune femme, elle est très courageuse. Elle lance un podcast justement sur la reconstruction des femmes. Et je pense qu'on devrait toutes et tous lui adresser notre soutien. D'une part sur ce qu'elle a vécu et d'autre part sur le principe de l'application des OQTF. Madame Schiappa, moi je suis d'accord et bravo d'avoir fait cette intervention. Mais enfin, vous avez été ministre pendant des années et des années. Ministre délégué du ministre de l'Intérieur. Oui, absolument. Absolument. C'est pour ça que je vous disais que si vous voulez, on peut rentrer dans le débat de l'application des OQTF. On va rentrer, c'est technique et tout. Puis il y a plein d'arguments et tout. Ce que je veux vous dire, c'est que chaque fois que des gens comme moi, mais pas que moi, on faisait un lien entre l'immigration illégale, parce que c'est le cas, en l'occurrence, l'immigration illégale et la délinquance, chaque fois, vous comme d'autres, vous avez été ministre, j'ai en tête des interventions de vous et de votre patron, le ministre que j'aime bien par ailleurs, de l'Intérieur, chaque fois, c'était la preuve de fachos en puissance. Comment on osait faire le lien entre l'immigration illégale, l'absence de mise en œuvre, c'est vrai que c'est compliqué, je vous le concède, des OQTF et la délinquance. C'était impossible de le dire. Non, j'essaye de comprendre. Je vais vous expliquer. D'autant que maintenant, c'est plus vrai. Le ministre de l'Intérieur, il le fait sans aucun écart. La candidate Valérie Ayé le fait moins. Oui, le fait. Mais comment? Qu'est-ce qu'il y a dans... J'essaie de comprendre. Alors moi, je ne veux pas un procès. J'essaie de comprendre comment l'évidence, on peut la nier pendant des années. Moi, ce qui a toujours guidé ma ligne quand j'étais, vous l'avez rappelé, ministre chargé de la citoyenneté, donc auprès du ministre de l'Intérieur, et d'ailleurs même avant, ça a été de considérer les gens non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Et je m'honore d'avoir à la fois obtenu la naturalisation des travailleurs Covid qui étaient de nationalité étrangère, qui étaient sur le pont en première ligne pendant le confinement, et d'avoir pris une circulaire pour naturaliser ceux qui correspondaient naturellement à l'ensemble des critères de naturalisation et les avoir fait devenir des citoyens français, parce que j'ai considéré qu'ils avaient fait un pas devant la République. Je réponds à la question de lien entre immigration et délinquance. C'est la première chose. Je veux dire, ces personnes-là n'ont rien à voir avec la délinquance. Ce sont des gens qui ont tenu la République pendant la période de confinement. Je vous ai dit l'immigration illégale, madame. Vous avez compris, c'est pas tout à fait la même chose. J'en viens là. Je m'honore également d'avoir obtenu un arbitrage, hélas, pas toujours appliqué dans les faits sur le terrain, mais je l'ai obtenu néanmoins quand j'étais chargée de l'égalité femmes-hommes sur l'expulsion des étrangers qui ont commis des violences sexistes et sexuelles. Ça me semble être la moindre des choses. Au Canada, on le fait de longue date. Il ne vient l'idée de personne de dire que Justin Trudeau serait un dangereux xénophobe. Bien au contraire, il est salué comme un leader progressiste du monde occidental, libre, etc. Bien, moi, je pense que la France devrait s'aligner sur le Canada en la matière et qu'on devrait expulser tout auteur de violences sexistes et sexuelles. J'ai obtenu cet arbitrage en 2018. Il faut que vous appeliez vos petits copains, là, parce que c'est quand même pas exact. Madame Borne, elle a quand même pas beaucoup dit ça. Vous me verrez que c'est peut-être pas forcément votre copine. Mais attendez. C'est pas une question d'être copine ou pas copine. Un an, j'ai passé. Non, mais moi, j'ai beaucoup de respect pour Elisabeth Borne. Attendez, moi, j'ai beaucoup de respect humainement. La politique, ça n'a rien à voir avec la politique qu'elle mène. Elle nie tout ça. Il y a tout un courant de vos amis qui disent exactement le contraire. Moi, je dis ça. Voilà. Et aujourd'hui, combien il fait au dernier sondage? J'ai pas vu, Monsieur Bardella. 33%. 33%. Sondage, vous continuez comme ça, le gouvernement, et ils font 40%. Et dans un instant, on parlera des équilibres en cours et de ce dernier sondage, et notamment du débat qui a eu lieu, du débat qui peut-être arrivera entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ouais. Juste avant, je voudrais juste qu'on regarde les images de ce qui s'est passé hier. C'était
près d'un péage. L'autoroute a été bloquée dans les deux sens. Rixe violente entre des supporters du Paris Saint-Germain et de l'Olympique lyonnais. 38 blessés, 8 policiers blessés. À l'instant, le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les incidents qui ont eu lieu. Il y a bien sûr ce qui s'est passé, mais il y a, Robert Ménard, cette idée qu'on est à 2 mois des Jeux Olympiques et qu'on a le sentiment que ces images donnent le sentiment d'une forme de désordre. Est-ce que c'est spécifique C'est comme le sentiment d'insécurité. Là, c'est du désordre. L'art de l'euphémisme. Ouais, voilà. Est-ce que c'est un problème seulement de violence dans le sport, avec des images, on a déjà vu, évidemment, sans remonter à la finale de la Ligue des Champions. Est-ce que c'est un problème plus général de désordre Honnêtement, je n'ai pas des réponses à tout. Il faudrait demander à quelqu'un de mieux à même que moi d'y répondre. Mais quand même, attendez, moi, je sors des matchs de rugby chez moi. Il n'y a jamais ça. C'est une question quand même que je me pose. Comment se fait-il? Alors, c'est pas exactement le même public dans un match de rugby et dans un match de foot. Enfin, attendez, pour appeler les gens par le nom, pas tous les supporters. Enfin, je dis pas ça. Moi, les supporters, je les adore, qu'en plus, c'est ceux de la SBH chez moi. Mais t'as une partie des supporters, c'est des racailles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Racailles doublées d'abrutis, ça donne ça. Comment vous voulez faire? Je veux dire, l'image qu'ils donnent de leur club. Et vous avez raison. La peur que ça inspire. Parce que tu te dis, les mêmes abrutis, on a vu ce qu'ils étaient capables de faire à Saint-Denis, vous vous rappelez, lors d'un autre match de foot. Tu rêves quand même de ne pas les voir intervenir au JO. Oui, je crois qu'il y a de quoi être inquiet. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on prend toutes les sanctions? Honnêtement, là, je vais m'arrêter là parce que je n'en sais rien. Est-ce qu'il faut les priver? Mais pour un paquet de temps de tout match, ça s'est fait. Mais vous savez, à chaque fois, vous avez raison, en même temps, je ne crois pas que ça suffise à ce degré de voyou. Pouf. Non, mais d'abord, c'est marqué contre son camp parce que le PSG dépense depuis des années des fortunes pour essayer de montrer que c'est un sport familial, qu'on peut y aller avec ses enfants, en famille, etc. Là, franchement, en tant que parent, ça ne donne vraiment pas envie d'emmener ses enfants ou d'aller avec des personnes en situation de handicap, de fragilité ou âgées, voire en famille, un match de foot. Ou même vous, donc là, les supporters, vous n'êtes pas en situation de handicap, je ne crois pas que ça doit vous faire aussi peur. Hein. Non, je ne suis pas de nature très peureuse, mais ce n'est pas le sujet. Je pense que là, ils marquent vraiment contre leur camp et je pense que c'est le club qui est le premier visé par cela. Mais vous savez, quand le ministre de l'Intérieur interdit, par exemple, des déplacements de supporters, on se met à huer sa décision et à considérer que ce serait liberticide, etc. À un moment, il y a une ligne de crête qui lui revient de trouver et qui est extrêmement difficile parce que là, ça se... Vous n'êtes pas obligé de... C'était quand le match là où il nous a expliqué que c'était pas... Finale de la Ligue des Champions, c'était avant les législatives. Je crois que Marlène Schiappa n'était pas encore... vous étiez ministre à l'époque ? J'étais ministre fort longtemps. Donc oui, mais est-ce qu'au moment de la Ligue des Champions et de la finale de la Ligue des Champions, vous étiez ministre? Alors, je ne suis pas comme vous une experte de la Ligue des Champions. Moi, je me. Non, mais c'était pas la finale de la Ligue des Champions, c'était ce qui s'était passé autour. On ne parle pas du match, on parle pas du match de foot. On parle de la réaction. Oui, les événements. Alors, j'étais en pause entre deux gouvernements. Ah, donc vous n'étiez pas ministre. Ça va, c'est bon. Mais dans tous les cas, je n'aurais pas été chargée de ce dossier. Mais je pense qu'on fait un bien mauvais procès au ministre, puisque le ministre arrive en bout de chaîne. Il y a un dispositif de sécurité qui est organisé par la préfecture. Pas en bout de chaîne, il dit c'est la faute des supporters anglais. On se souvient de la billetterie, des supporters anglais. Quand tout le monde voyait aux images que c'était les racailles, en l'occurrence du 9-3, qui étaient là et qui avaient foutu le sou. Non, mais monsieur Ménard, vous savez très bien que dans ce genre de cas, on demande au ministre de donner des explications que nous-mêmes, parfois, nous n'avons pas. Je veux dire, 7 minutes après, on va vous demander de faire une méta-analyse de ce qui s'est produit. C'est pas ça. Je pense que le ministre de l'Intérieur n'avait pas toutes les données à ce moment-là, qu'il les a eues ensuite. Pas du tout, puisqu'il s'est exprimé ensuite en revenant sur ses propos après la commission, disant qu'il avait eu... Vous n'êtes pas porte-parole du gouvernement. Ici, là, vous... Non, mais ça veut dire que la solidarité gouvernementale, ça fonctionne encore a posteriori, ce qui est à noter. Pas surtout, mais là, en l'occurrence, sur Madame Borne, j'ai eu l'impression que c'était moins solidaire, donc... Mais pas du tout. Mais pourquoi vous voulez me créer des problèmes avec Elisabeth Borne? J'ai dit que je la respectais. On a senti... Première femme première ministre depuis Edith Cresson. Ça, c'est un fait. C'est parce que t'es femme première ministre que t'es une bonne première ministre. Enfin, on arrête là-dessus. Ça n'empêche qu'on peut la respecter, ce que je fais politiquement et personnellement. Reste que sur ce qui s'était passé là, la première réaction de votre ministre de l'Intérieur, c'était de se défausser des problèmes qui n'étaient pas les problèmes des supporters anglais, mais nos problèmes dans les banlieues. C'est nos problèmes. Robert Ménard, Marlène Schiappa, autre sujet d'actualité, ce sont les annonces qui ont été faites par le Premier ministre Gabriel Attal dans la tribune dimanche. Sévère tour de vis sur l'assurance chômage, une durée d'indemnisation qui passe de 18 mois à 15 mois. Marlène Schiappa, est-ce que
le gouvernement prend un risque à quelques semaines des élections, ou est-ce qu'au fond, quand on regarde les enquêtes d'opinion, le fait de réduire le droit des chômeurs, c'est jouer sur du velours? Je vais vous répondre sur le fond, mais d'abord, moi, je voudrais penser à toutes les personnes qui sont en ce moment en train de chercher activement un travail et qui n'en trouvent pas, et qui nous regardent parce qu'ils et elles entendent des débats où on parle de leur vie comme si c'était des concepts, et notamment des chiffres et des concepts financiers. Voilà, des gens qui me disent, je cherche du travail très sincèrement, je n'en trouve pas, parce que, par exemple, j'habite dans une zone rurale, parce que je ne peux pas me déplacer géographiquement, ou parce qu'il y a aussi des critères de discrimination, notamment à l'âge. On en parlera, j'imagine, puisqu'il y a une mesure dans cette réforme pour soutenir l'emploi dit des seniors, parce que maintenant on est senior après 50 ans, donc ça arrive quand même de plus en plus tôt. Donc je veux commencer par saluer ces personnes. Avec le député Marc Ferracci, j'étais récemment auprès de l'association Force Femmes, qui aide notamment les femmes de plus de 50 ans à revenir sur le marché du travail, parce qu'elles vivent cette double discrimination en tant que femmes et en tant que personnes de plus de 50 ans. Madame Schiappa, on est d'accord là-dessus. Eh ben, non mais attendez, c'est pas ça commence mal. Ça commence mal. Souvent, quand Robert Ménard dit on est d'accord, c'est qu'il y a... J'avais pas terminé ma démonstration, mais on peut s'arrêter là et débattre. Je suis pour le débat, donc débattons. Mais on débat. Débattons. Je veux surtout pas avoir l'impression de vous agresser, c'est vraiment ça. Je me sens pas du tout agressée. J'essaie de comprendre. Vous dites tout ça, et en même temps, vous allez prendre des mesures, on va se prononcer après sur les mesures, qui vont être rudes pour un certain nombre de gens. Enfin, attendez, on va pas nier ça. C'était comme la retraite. Moi, j'étais pour la retraite. J'étais pour la réforme de la retraite. Donc, c'est pas la question. Mais tu peux pas nier que la réforme de la retraite, ça, en gros, ça allait faire travailler 2 ans de plus des gens. Et dans un certain nombre de boulots, c'est compliqué. Au moins, on est d'accord. Là, ça va être rude. Ça va être rude parce que moi, chez moi, par exemple, où il y a plein de saisonniers, les types, au bout de 6 mois, ils pouvaient s'inscrire au chômage. Là, 7-8 mois, ça va être un peu plus compliqué. La question, à partir de ça, et c'est drôle parce que c'est moi qui vais finir par défendre votre gouvernement là-dessus, est-ce qu'on peut, comme pour la retraite, se passer d'une réforme? Je pense que non, que ce n'est pas possible. Et tout à l'heure, j'entendais Benjamin Duhamel, j'entendais les gens vous poser la question, est-ce que le bon moment ou pas le bon moment? Un gouvernement, un homme d'État, il doit pas se poser cette question-là. Est-ce que c'est utile pour redresser les comptes français? Oui. Est-ce que ça va servir? Honnêtement, je suis pas sûr. Ça, c'est la deuxième remarque. Bien sûr, attendez, moi je connais plein de gens. Moi j'ai été au chômage, je suppose que ça vous est peut-être arrivé dans la vie. Bien sûr que tu cherches du boulot. Et en même temps, on est d'accord là-dessus. Je voulais dire qu'il y a des vrais gens en fait. Il y a des concepts, il y a des gens qui nous regardent. Mais attendez, parce que il y a un instant, juste avant sur ce plateau, il y avait Nathalie Loiseau, qui est quand même personnalité éminente de la majorité, qui a été tête de liste en 2019, à qui je demande est-ce qu'il y a des gens qui sont au chômage et qui volontairement ne recherchent pas de travail? Et elle m'a répondu oui, ça existe. Bien sûr que ça existe. Je pense qu'on est d'accord, et c'est important de le redire. Attends, il y a des gens qui veulent pas bosser. Et vous savez pourquoi elle est populaire? Vous allez voir qu'elle est populaire, cette réforme. Alors que la classe politique de gauche, tout le monde va hurler, et de droite, parce que là, même combat, là, c'est exactement la même chose. Oui, mais Robert Ménard, il y a parfois une sorte de un peu impensif l'idée de dire on gagne beaucoup mieux en étant... Attendez. C'est pas... Les chiffres le disent pas, quoi. Non, attendez, les chiffres le disent pas. Mais l'écart de salaire dans un certain nombre de cas entre quelqu'un qui ne travaille pas et quelqu'un qui travaille, il n'est pas assez important. Et moi, je connais plein de gens qui disent, vous savez, ils sont pas riches et ils veulent pas donner d'argent aux chômeurs, c'est pas ça. Des gens qui ont des petits salaires, j'en connais plein, des gens qui ont des petits salaires, et qui sont exaspérés par le fait qu'un certain nombre de gens ne bossent pas et qui vous disent, ou des petits patrons, qui vous disent j'ai convoqué 25 personnes pour des places, alors c'est pas des salaires mirobolants, et il y en a 3 qui se sont présentés, il y en a 3, et sur les 3, il y en a un qui restera. Et ça, c'est une réalité. Mais on peut à la fois, vous avez raison, dire que ça c'est dur pour une partie de la population, mais en même temps, moi je serai au gouvernement. Oui, est-ce que je n'essaierai pas de faire ça? D'autant que, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, en 2021, la précédente réforme, elle s'est traduite par moins de chômeurs. Alors, sur ces sujets, justement, et parce qu'on est en période d'élection européenne, je pense que c'est important, une fois qu'on a dit tout ce qu'on a dit et qu'on a parlé des cas concrets de la vraie vie des personnes, etc., d'un point de vue macroéconomique, de dézoomer, de regarder un petit peu ce qui se passe en Europe. Parce qu'en réalité, la situation en France, elle est très, entre guillemets, bénéfique, je mets des guillemets à ce mot, vis-à-vis des personnes qui recherchent du travail par rapport à d'autres pays. En Allemagne, puisque là, de quoi on parle? On parle d'une réforme qui va dire qu'on passe de 6 mois de cotisation nécessaire à 8 mois sur les derniers 24 mois pour pouvoir
toucher des indemnités chômage. En Allemagne, les conditions, c'est par exemple 12 mois, mais sur 30. Il faut avoir cotisé 12 mois sur 30. Si on regarde au Royaume-Uni ou au Portugal, il faut avoir cotisé 12 mois sur les derniers 24 mois. Donc on voit que la France, quand on parle d'État-providence pour la France a un système qui est bénéfique. Et le but, et d'ailleurs Gabriel Attal avait annoncé dès son discours de politique générale cette réforme de l'assurance chômage avec les conditions qui allaient avec. On peut être pour, on peut être contre, mais il l'avait en tout cas annoncé, il ne prend personne en traître. Et le but de cette réforme, justement, c'est d'aller vers le plein emploi. L'objectif, c'est de dire que le travail doit mieux payer et que le chômage n'est pas une fin en soi. Le but, c'est pas de créer toutes les conditions idéales pour le chômage. Le but, c'est d'aider chacun à retrouver Madame un Schiappa, travail. en même temps, tu as des boulots où tu peux pas payer les gens aussi peu. Honnêtement, c'est un vrai problème. Alors, je ne sais pas comment. Oui, c'est pour ça que c'est plus facile de la part des gouvernements d'agir sur la question de l'assurance chômage que de. Non, parce qu'ils vont s'en prendre plein la gueule. Honnêtement, faites confiance à M. Bardella, faites confiance à mais la même à la Française CGT, Soumise puisque j'entendais ce matin que je crois la CGT, pardon, ça c'est pas elle, mais il me semble que c'est bien elle, qualifier cette réforme, je cite, de criminelle. Je pense qu'on a perdu le sens des mots dans ces cas-là. On est dogmatique de part et d'autre. C'est-à-dire on ne peut pas dire à la fois que cette réforme résout les problèmes d'équilibre des comptes publics à elle seule, ce n'est pas vrai. Mais on ne peut pas dire non plus que cette réforme soit criminelle, ce n'est pas vrai. Vous regardez un petit peu concrètement. Vous rappelez les propos des uns et des autres au moment de la réforme des retraites. C'était tout aussi dogmatique de part et d'autre. Non, mais ça en devient absurde. Résultat des courses, combien les syndicats, ils représentent combien en France des salariés? 7, 8%. En Allemagne, ils doivent être... Un mot, Robert Ménard. Je précise à ceux qui nous regardent que dans un instant, on entendra la préfète d'Auvergne-Rhône-Alpes sur ce qui s'est passé à Lyon. Ce qui est intéressant aussi, on l'entendait, Jean-Philippe Tanguy était à votre place du Rassemblement national, c'est le malaise du RN sur ces sujets. Parce qu'en réalité, ces électeurs sont favorables à la réforme de l'assurance chômage. On avait entendu Jordan Bardella se prendre un peu les pieds dans le tapis sur la réforme du RSA, où il disait oui, pourquoi pas, conditionner avec des heures de formation, sauf que ses députés avaient voté l'inverse. Pourquoi tant de malaise au RN? Mais parce qu'il n'y a pas de vision claire des choses. Le RSA, c'est l'exemple typique. Moi, j'ai beaucoup fréquenté le Rassemblement national, et tout ce qui était l'assistanat, c'était l'horreur absolue. Et ils avaient raison. Hein. On dit, enfin le gouvernement en l'occurrence, propose que quand il y a le RSA, tu dois travailler 15 heures par semaine. 15 à 20 heures, oui. Mais non, vous savez, je trouve que c'est bien. C'est bien parce que tu tends pas la main. On te donne pas de l'argent comme ça. On te donne de l'argent en échange du travail. Et vous l'avez dit. Alors qu'ils disent ça pendant des années, ils font rien d'autre que voter contre à l'Assemblée nationale. Enfin, les revirements comme ça. Moi, il y a des revirements du Rassemblement national que je trouve formidables. Je trouve qu'ils aient moins de folie sur l'Europe ou l'euro. On va tous s'en féliciter. Au moins, on n'a pas passé à l'écu. C'est déjà ça. Mais voilà. Mais c'est très bien. Non, mais c'est très bien. Mais même Marine Le Pen, ce qu'elle dit sur la Nouvelle-Calédonie. À la limite, on peut en discuter du bien fondé et tout. Mais c'est des revirements comme ça dont tu ne comprends pas comment ils sont pris, comment ils sont décidés. Quant à ça, oui, bien sûr. Alors là, c'est le bordel absolu. Parce que tu as envie de dire, ah oui, non, tout ce gouvernement, il faut lui taper dessus, y compris sur cette affaire de l'assurance chômage. Et puis tu vois les militants de l'Assemblée nationale, là j'en connais aussi un paquet, essayent de leur dire qu'il n'y a pas un certain nombre de gens qui resquillent et qui fraudent à l'assurance chômage. Même si vous avez raison, c'est pas ça qui réglera les problèmes des comptes publics et les problèmes des resquilleurs en l'occurrence. Sur ces contradictions de la part du Rassemblement national. Non, mais on a beaucoup de mal. En fait, en réalité, moi, je vais vous dire très honnêtement ce que je pense. Je pense que Jordan Bardella, c'est un excellent orateur. Et alors je pensais jusqu'à son débat face à Gabriel Attal, mais on en parlera peut-être, je trouvais que c'était un bon débatteur également. Moi j'ai eu l'occasion de débattre face à lui, je trouve qu'il est respectueux, mais je trouvais qu'il connaissait bien ses dossiers. J'ai un peu changé d'avis depuis le débat face à Gabriel Attal, mais derrière lui c'est extrêmement compliqué. Là sur votre plateau, il y avait un des porte-parole du RN, je n'ai pas compris quelle était sa position. Je ne peux pas vous dire si je suis d'accord avec lui ou en désaccord, parce qu'il a parlé pendant 5 minutes pour faire des phrases, et on n'a pas compris où il voulait aller finalement. Madame Schiappa, attendez, Gabriel Attal sur le nucléaire, ça valait son pesant de cacahuètes. Voilà. Non mais vous rigolez. Je veux dire, essayez d'expliquer que Marine Le Pen, à un moment donné, elle a dit, c'est vrai, au lendemain de la catastrophe. Priorité au direct, messieurs, dames. On écoute la préfète d'Auvergne-Rhône-Alpes. Que nous sommes en train de vivre. Donc je vous fais un petit point et puis vous me poserez vos questions après. D'abord vous dire que nous vivons actuellement un moment difficile, bien sûr,
Et puisque au moment où je vous parle, nous avons donc eu une personne qui, sortant du métro, a blessé plusieurs personnes par moyen d'un couteau. Ce que je voulais d'abord, en tout premier, c'est avoir une pensée, bien sûr, pour les victimes. Mais je tiens à préciser, fort heureusement, aucun pronostic vital n'est engagé. Ils sont actuellement en soins dans nos établissements hospitaliers. Et je voulais également saluer, parce que c'est important de le faire, l'action des services de police, puisque au moment où part l'intervention, c'est 14h30, et à 14h35, l'individu est interpellé. Donc vous voyez, 5 minutes, je tenais à le souligner, parce que ça me paraît essentiel de penser aussi à nos policiers, toujours au service de nos concitoyens. La personne en cause est un ressortissant marocain, au profil psychiatrique, je pèse mes mots, mais quand même chargé, puisqu'il a fait plusieurs passages dans plusieurs établissements psychiatriques, notamment dans d'autres régions de France. Tout ça est en cours d'expertise par l'Agence régionale de santé, mais il était donc suivi. Il a été suivi à plusieurs reprises dans des hôpitaux psychiatriques. Et il n'était, bien sûr, c'est aussi important de le souligner, absolument pas connu d'aucun de nos fichiers. Il ne présente pas de profil particulier, si ce n'est un profil psychiatrique assez lourd. Voilà ce que je peux vous dire. Pour le reste, les détails, l'enquête, je pense qu'il revient au procureur de communiquer. Inconnu des services de police, donc. Oui. Est-ce qu'il était sous le coup d'une OQTF? Alors, il était effectivement sous le coup d'une OQTF assez ancienne, qui date de 2022, qui a été prise à l'époque par la préfecture de la Vienne. Mais après, comme il a eu plusieurs passages en hôpitaux, voilà, tout ça reste à approfondir, mais une OQTF assez ancienne. Pas son geste, alors. C'est du ressort de l'enquête, il n'y a pas eu de revendication. Ça ne m'appartient pas de revendication que je sache, mais pour l'instant c'est l'enquête qui le dira. Mais en tout cas inconnu de tous nos fichiers, FSPRT, fichiers S, totalement inconnu. L'agression a eu lieu dans une rame de métro, sur un quai, comment? Alors le détail sera donné, mais plutôt à la sortie d'une rame de métro. Voilà ce que je peux vous dire. Je crois que les événements sont graves puisqu'on a des personnes blessées et il faut avoir une pensée pour eux. Mais sans l'intervention de nos policiers, je crois que les choses auraient pu encore être beaucoup plus graves. Voilà, donc l'intéressé est interpellé, est pris en charge par les services de police et maintenant le parquet est aussi en action. Merci à vous tous. Victimes, justement, est-ce que vous en savez un petit peu plus sur ces hommes, des femmes, leur âge Alors il y a une victime qui était un mineur, qui aurait 17 ans. Bon, tout ça reste à vérifier. Les autres, ce sont des personnes majeures. D'accord. Voilà. Le mineur, c'est celui qui a été plus grièvement que les autres. Alors il a été au bloc, mais son pronostic vital n'est pas engagé. On aura plus de détails après par l'hôpital. Voilà, tout ça est en cours. Sur l'interpellation, il y a eu des blessés, que ce soit l'assaillant ou les policiers? Non, pas de blessés côté police. Il a pu être désarmé Oui, très, très rapidement, et la police a été très efficace. Il a eu lieu à l'extérieur de la station, on aurait pu reconnaître Alors, tout ça va être précisé dans le cadre de l'enquête faite par le procureur, savoir exactement où ça a commencé, où ça s'est terminé. C'est des détails que vous aurez par la suite. Je crois que ce qui est important, c'est de préciser d'abord qu'il est interpellé, que les personnes, il n'y a pas de pronostic vital engagé. Je crois quand même qu'il faut rester sur les choses essentielles et que cette personne a un profil psychiatrique assez lourd. Plusieurs séjours en hôpitaux psychiatriques, dans des services spécialisés? Dans des services spécialisés, oui, en centre hospitalier psychiatrique, dans plusieurs départements, oui. Dans quelle région de France vous savez? De la région qui est presque sa région d'origine, donc Nouvelle-Aquitaine et plutôt le département de la Vienne, et également chez nous. Récemment? Il y a à plusieurs reprises, mais récemment chez nous, oui, mais aussi également, il faisait, semble-t-il, beaucoup d'allées et venues entre ces deux départements. Merci. Et c'est quelqu'un qui était en France depuis combien de temps? Alors ça, pour l'instant, on n'a pas la précision de son entrée au niveau de la France. Merci à tous. Voilà, vous venez d'entendre la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes suite à cette attaque au couteau à Lyon sur le profil du suspect, 27 ans de nationalité marocaine, pas connu des services, mais sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français que la préfète qualifie d'ancienne, qui date de 2022. La préfète qui a également précisé que parmi les 4 personnes blessées, aucun pronostic vital n'était engagé. Robert Ménard,
le sujet est d'ores et déjà en train de devenir politique, puisqu'il y a quelques instants, le président et tête de liste du RN, Jordan Bardella, tweet la chose suivante. L'individu qui a blessé au couteau 3 personnes à Lyon est un Marocain sous OQTF depuis 2022. Il n'a pas été expulsé. Toujours les mêmes dysfonctionnements, toujours les mêmes agressions, toujours la même insécurité. La faillite du gouvernement continue. Ouais, sur ça, il a raison. Je veux dire, sans avoir de réponse extrêmement performante pour expliquer comment eux feraient respecter les OQTF. C'est deux choses. Ouais. Sur le constat, c'est vrai. Quand la dame qu'on vient d'entendre à l'instant dit comme si ça atténuait quelque chose, que c'est une OQTF ancienne, ouais. Je pense que ça aggrave les choses, parce que ça veut dire que depuis 2022, elle a dit, depuis 2022, on l'applique pas. Oui, attendez, vous posez une question. C'est là-dessus que M. Bardella, même si vous pensez, je l'ai dit moi-même, que j'avais trouvé qu'il avait apporté plus de réponses, pas surtout, là, quand même, ne vous faites pas l'avocat, parce que je le disais juste avant ça, sur le nucléaire, honnêtement, c'était n'importe quoi, M. Attal, parce que nier le fait que vous ayez changé d'avis sur le nucléaire, il faut quand même manier la dialectique de façon diabolique, quand même. Et sur l'immigration, dire on a toujours fait tout ce qu'il fallait faire, là aussi, quand même, c'est deux terrains sur lesquels vous avez tellement tort. Et vous avez tellement tort de ne pas reconnaître que vous avez eu tort. Sur le nucléaire, qu'est-ce qui coûte de dire, on a à un moment donné, oui, sous la pression, parce que c'est effectivement ça, de nos alliés écolos, on a mis en cause tout le programme nucléaire, et puis on s'est aperçu que c'était une folie, et on revient dessus. Pourquoi vous ne le dites pas sur les problèmes d'immigration et donc d'OQTF? Pourquoi vous ne dites pas un truc simple? Sur l'immigration, on n'a pas pris la mesure, à la limite même, le Rassemblement national, ils ont, et c'est ce que tout le monde le constate sur ces questions-là, ils ont eu raison avant nous, mais les réponses qu'ils apportent, c'est pas nos réponses, et c'est pas des réponses qui sont efficaces. La question que vous posez, est-ce que demain on réglera, parce qu'il y aura une autre majorité, mais n'importe laquelle autre majorité, le problème des OQTF comme ça du jour au lendemain? Évidemment pas. Parce que Marlène Schiappa, vous, sans rentrer dans la technique des OQTF, l'argument de Jordan Bardella quand tu lui dis pourquoi vous réussiriez là où les autres ont échoué, il dit on coupe l'aide au développement, on enlève les visas aux dirigeants des pays étrangers qui refusent de délivrer ce qu'on appelle des laissez-passer consulaires qui permettent d'accueillir ceux qui sont frappés d'une-OQTF, on coupe les Western Union, c'est-à-dire les transferts de fonds vers des pays notamment d'Afrique du Nord. Ça, c'est des bonnes idées ou c'est des fausses bonnes idées? Non, absolument pas. Alors, je reviens pas, je réponds pas à M. Ménard sur la question de la ligne sur l'immigration, parce que j'ai répondu déjà tout à l'heure. Puis on va parler du débat après. Voilà. Là-dessus, non, je vais vous dire sur la question des OQTF, effectivement, c'est pas un petit sujet et on peut pas mettre la technique de côté. On peut pas dire qu'il y aurait une question de principe général, mais que c'est pas grave, on s'affranchit de la question technique. Comment on fait concrètement aujourd'hui pour renvoyer un ressortissant vers un pays qui ne récupère pas ses ressortissants? Ça veut dire concrètement, il faut le dire aux gens, c'est pas très compliqué non plus techniquement de dire que si on veut aujourd'hui expulser une personne et le renvoyer vers un pays qui ne veut pas reprendre ses ressortissants, on ne peut pas le faire. On ne peut pas prendre un avion et l'envoyer de force. Non, je veux répondre sur ce qui a été dit, sur la question de l'aide au développement. Rien n'est plus stupide. Parce que qu'est-ce qui pousse un certain nombre de personnes à quitter leur pays, parfois au péril de leur vie? Moi, je veux dire, je me suis rendue à Calais quand j'étais ministre. J'ai parlé avec des gens, des migrants qui étaient à Calais et qui voulaient prendre la mer. Et je suis allée les voir pour leur dire, la mer est mauvaise. Je vous en supplie, ne prenez pas la mer. Vous allez au péril de leur vie. D'abord, ils voulaient pas rester en France. Ils voulaient tous aller au Royaume-Uni. Et ensuite, ils m'ont raconté des histoires en me disant, en fait, au péril de notre vie, ça nous est égal. Donc, ce sont des gens qui partent au péril de leur vie parce qu'ils fuient, pour certains la guerre, mais pour d'autres des conditions économiques qu'ils jugent mauvaises. Si on coupe l'aide au développement, ça veut dire qu'on va aggraver encore plus les conditions économiques et donc aggraver la question de l'immigration, notamment irrégulière. Donc moi, si j'étais, ce qui n'est pas le cas, si j'étais une personne anti-immigration, eh bien je trouverais que ce n'est pas malin de couper l'aide au développement, puisque l'effet immédiat, ça a été démontré, c'est d'augmenter justement cette volonté de fuir et de partir à un pays qui serait dans une situation économique terrible. Dans ce que vous avez je plaisante absolument pas. Attendez, je vous rappelle, vous avez de la mémoire comme moi, sûrement même plus que moi. Vous vous rappelez, M. Macron, à un moment donné, il nous dit, Emmanuel Macron nous dit, j'en ai ras-le-bol. En l'occurrence, c'était l'Algérie, la Tunisie et le Maroc qui prennent pas leurs OQTF. Oui, très bien. J'en ai ras-le-bol. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur donner moins de visas. Oui. Ça a duré
combien de temps le moins de visas? Eh ben, ça n'a pas été efficace parce que moi, je me souviens très bien. Non, mais il n'y a pas de non. Pardon, j'ai le droit d'être en désaccord avec vous parce que moi, j'étais au gouvernement. Je me souviens très bien de la tournée diplomatique avec Jean-Yves Le Drian et Gérald Darmanin qui font le tour. Madame Schiappa, c'est pas vrai que ça n'a pas été efficace. C'est qu'au bout de 6 mois ou de 4 mois, vous avez changé la vie sous la pression d'Alger et du Maroc. Pourquoi? Parce que ça n'a pas montré son efficacité. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non, parce que vous avez aucune efficacité. Mais non, Madame Schiappa, c'est pas vrai. Madame Schiappa, c'est pas la peine de hausser le ton, Monsieur Ménard. On peut rester. Vous êtes un homme courtois habituellement. Restons avec un ton normal. Ne haussez pas le ton face à moi, s'il vous plaît. Attendez, ça va. Non, ça va. Il y a pas de ça va. Vous ne haussez pas le ton. On ne crie pas sur les gens. Calmez-vous. Tout le monde est courtois ici. Calmez-vous. Voilà, très bien. Et continuons à être courtois. Et je crois pas ne pas l'être. Je dis juste, vous vous moquez de nous quand vous dites que vous vous êtes aperçu que c'était pas efficace. Pas du tout. Parce que quand on met une mesure en place pendant 6 mois, on n'a pas le temps de mesurer ça. Simplement, Alger a fait de telles pressions que vous avez mis les pouces par terre. C'est absolument faux, c'est inefficace. Et sur l'aide au développement, chacun sait à quoi sert l'aide au développement. Je parle de ça. Donc je me réjouis que vous me rejoigniez sur l'aide au développement. Je ne suis pas réputée pour faire pas preuve de courage. Mais là, en l'occurrence, vous aurez dû le dire et de franchise. Bien, on a vu les désaccords. J'aimerais qu'on parle de la proposition qui a été faite et encore réitérée tout à l'heure de débat de la part de Emmanuel Macron à Marine Le Pen qui dit « Moi, je suis prêt, Emmanuel Macron dit « Je suis prêt à débattre avant le 9 juin ». Ce à quoi Marine Le Pen répond « D'accord, à condition que vous mettiez sur la table dissolution de l'Assemblée nationale et démission potentielle ». C'est un jeu de dupes. Quand elle dit ça, ça veut dire qu'il n'y aura pas de débat, elle le sait pertinemment. Et lui aussi le sait. Et lui, il le sait de la même façon, honnêtement. Alors qui a raison, qui devrait accepter Attendez, on va pas trouver entre 2 personnes qui te racontent des cracks, tu vas pas dire, ah là c'est un peu plus de cracks et là un peu moins de cracks. Enfin, attendez. Non, mais sur le débat, parce que ça vient après le débat entre Attal et Bardella. Absolument. Et il y a quand même un problème, et je pense qu'on pourrait être d'accord là-dessus. C'est que quand même, il y en a juste ras-le-bol. Avec des débats comme ça, de laisser entendre qu'au fond, la seule alternative, aujourd'hui, c'est entre les macronistes, c'est-à-dire vos amis, qui restent vos amis quand même, entre vos amis et le Rassemblement national. Et je trouve ça insupportable. C'est au fond ce qu'a dit François-Xavier Bellamy, la tête de liste des Républicains, dans la foulée. Il s'est fait jeter par votre consoeur, j'ai jamais vu aussi agressif de ma vie. Comment elle s'appelle? La présentatrice, c'était Caroline Roux. Voilà, attends, mais il a raison. Attendez, c'est un scandale que le service public réduise un débat à un débat entre, en gros... Il y avait une demande, monsieur Ménard, plus de 3 millions de téléspectateurs, il y avait une volonté de voir ce débat. C'est un débat de très haute tenue, par ailleurs, j'ai trouvé, à titre personnel. Mais c'est pas le problème, c'est qu'on est en période électorale, et les autres candidats, ils n'existent pas, et le reste, ça n'existe pas. Je ne suis pas porte-parole de France Télévisions, ni de l'ARCOM. Nous non plus. Parce que bien sûr, vous, ça fait votre affaire, ça fait l'affaire des macronistes, ça fait l'affaire de monsieur Non, mais Bardella. au fond, voilà, il y a ce que dit Robert Ménard, c'est non seulement le débat de jeudi soir polarise en oubliant les familles politiques, et d'une certaine façon, Emmanuel Macron, en relançant cette idée, ça procède du même raisonnement. Il se dit que de toute façon, il n'y a rien de mieux pour lui que d'avoir Marine Le Pen en face de lui, enfin son successeur en face de lui. Alors, plusieurs choses à cet égard. Marlène Schiappa. En termes de politique politicienne, si vous me le permettez, et plus largement. D'abord, la démocratie ne se meurt jamais de trop de débats. Moi, je suis très favorable au débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Non pas pour polariser, parce que la polarisation de la vie politique, elle existe. 2 deuxièmes tours de l'élection présidentielle avec Marine Le Pen. Avant les élections, Jordan Bardella a déjà gagné les précédentes élections européennes. Il est très largement en tête des sondages. Il fait 2 fois le score qu'on nous donne à nous. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'existe pas, qu'il serait un acteur comme un autre. Je pense que c'est s'aveugler et c'est ça qui fait le jeu du RN. Et ensuite, pardon, monsieur Duhamel, mais moi, les débats avec toutes les têtes de liste, je trouve ça, excusez-moi, chiant comme la pluie. C'est interminable. Personne n'arrive à parler. Ah non, mais je vous donne mon point de vue. Chacun parle, tout le monde parle sur tout le monde. Il y a trop de monde. C'est pas agréable à animer, monsieur Duhamel. Je ne peux pas dire que ce soit agréable à animer. Sauf celui qui est organisé demain soir sur BFM TV. Alors celui de demain, c'est l'inratable. Voilà. Ce sera le débat passionnant. Et d'ailleurs, vous me tendez une perche pour rappeler que demain soir à 20h30, le grand débat animé par Apolline de Malherbe et Maxime Soutek avec les 8 principales têtes de liste. Et connaissant bien les 2 maîtres loyaux, si j'ose dire, Apolline de Malherbe et Maxime Soutek, ce sera audible, intelligible et de bonne facture. On va regarder pour vérifier, mais moi j'ai regardé plusieurs débats et j'ai participé à des débats où on est 12 autour de la table. C'est inaudible, tout le monde parle par-dessus les uns et les autres. Moi j'aime un débat face à face, quitte à faire des débats 2 par 2 à plusieurs. Et pourquoi il n'a pas débattu avec Glucksmann ?
Parce que vous êtes sûr. Parce que vous êtes sûr d'être devant Glucksmann. Mais qui fait les sondages et qui fait les invitations? Créons un débat, Valérie Hayer, Raphaël Glucksmann. Ah non, alors non, pardon. Là-dessus, Valérie Hayer ne veut pas débattre avec Raphaël Glucksmann. Eh ben, c'est bien dommage, parce que moi, comme je vous l'ai dit... Je dis ça parce que on a plusieurs fois essayé d'organiser ce débat et elle ne le fait pas. C'est très intéressant, d'autant plus quand on dit qu'on vote à 80% pareil. Bah moi, j'aimerais, en tant que citoyenne éclairée, connaître les différences de vote, justement, de vision entre deux têtes de liste. Donc je pense que ce débat serait fort intéressant. Et la démocratie meurt. Je voudrais terminer, Monsieur Ménard, je pense que la démocratie se meurt quand il n'y a pas assez de débat. Et c'est quand on n'a pas de débat sur les idées et sur le fond, comme on le fait nous, qu'on passe à la violence, qu'on passe aux invectives, qu'on passe au débat de personnes et qu'on passe aux injures et aux menaces qu'on envoie trop souvent. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça, donc je termine, comme on en voit trop souvent dans le débat public. Donc des débats d'idées, des débats sur le fond, et ce sera... Et vous regarderez le débat de demain soir sur BFM TV. Le débat de demain soir, et vous aussi d'ailleurs. Mais Madame Schiappa, oui, vous savez, c'est comme la liberté d'expression. J'ai déjà du mal à parler face à Robert Ménard, ou si on avait 12 autour. Ah, s'il y avait 12 Robert Ménard, oui. Vous êtes habile, Monsieur Ménard. C'était un compliment de ma part. Ça me rappelle ce raisonnement. La liberté de la presse, c'est formidable. La liberté, c'est formidable. Mais d'abord pour nous. Attendez, les débats... Ah non, moi, pour tout le monde. Non. En gros, on vous écoute. Les débats 7 ou 8, c'est souvent le bordel. Ah oui, on est d'accord. Vous savez que la démocratie, c'est un peu le bordel. Mais je sais que peut-être que vous n'aimez pas ça. Moi, je trouve je suis une défenseuse de la démocratie ardente. Je vous dis que je veux plus de débats. Oui, mais plus de débats à deux, pourquoi pas. Et M. Bellamy avait parfaitement raison, au demeurant, de dire que lui aussi aimerait avoir voix au chapitre. Mais sauf qu'il n'avait pas. Et tu avais deux candidats. Et le service public qui sent bien quand même qu'il a fait un truc. Et le service public qui sent bien qu'il a fait un truc pas très bien. Vous savez, il les rattrape les uns après les autres. Avoir le Premier ministre de la majorité face au leader de l'opposition. Moi, j'ai trouvé que c'était un débat intéressant et de très bonne tenue. Non, pardon. Il est candidat aux élections et on est dans des élections. Et justement, c'est pour ça que c'est intéressant. Il est Premier ministre parce que Madame Hayer, vous la trouvez manifestement tellement mauvaise que vous pensez qu'il faudrait mieux que ce soit pas elle qui mène le débat. Vous prêtez des propos à Madame Schiappa. Vous rigolez, vous avez vu les propos que partout ils tiennent de la Renaissance. Je ne sais pas si vous êtes d'ailleurs à Renaissance. Je suis membre du bureau exécutif de Renaissance. J'ai ce plaisir. En off, ils la trouvent tous détestables, mais il n'y en a pas eu un pour aller se payer, pour aller la prendre, cette liste. Vous savez, ils aiment bien là aussi les honneurs, mais pas prendre les coups. Robert Ménard, Marlène Schiappa, il nous reste un peu plus d'une minute. Juste, je voulais avoir votre regard sur une des déclarations de la semaine qui m'a interpellé. Anne Hidalgo, qui, sur les Jeux Olympiques, en a marre, dit-elle, des peines à jouir et dit « ras la casquette ». Robert Ménard. Écoutez, c'est pas le plus classe qu'on puisse imaginer. Non, mais vous êtes plutôt d'accord. Je vous ai entendu vous aussi dire qu'il y en avait marre des ronchons. Attends, je disais ça, mais venant vers moi, vous pouvez rire parce que de temps en temps, comme je m'exprime, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas donner des leçons d'élégance à Madame Hidalgo. Même si je l'aime pas, c'est une autre affaire. Mais elle a raison sur ça. Ah non, moi, absolument, elle a raison. Mais c'est tout le monde, c'est ce pays, c'est sa presse, c'est ses intellectuels, c'est sa classe politique. Tout le temps, il faut nous gâcher les moments. Moi, j'ai envie que les JO, ce soit une super fête. Voilà, c'est mon seul souhait. Marlène Schiappa, est-ce que vous êtes d'accord avec Anne Hidalgo et donc Robert Ménard ? Je pense qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main des inquiétudes. Il y a des gens qui simplement se demandent si leur station de métro sera ouverte, s'ils peuvent aller déposer leurs enfants à la crèche. Exactement, ou aller travailler. S'ils vont être obligés de poser des congés sans solde ou qui s'inquiètent pour leur sécurité parce qu'ils habitent dans des lieux dits sensibles. Je pense qu'il faut entendre leurs inquiétudes et y apporter des réponses. On n'oblige pas les gens à se réjouir en les insultant. Voilà, on n'est pas obligé de gâcher donc on termine sur un débat paradoxal où c'est Robert Ménard qui défend Anne Hidalgo face à Marlène Schiappa, comme quoi tout arrive. J'ai pas souvent défendu Anne Hidalgo non plus. Merci beaucoup. Parce que vous l'aimez pas. Bien, on n'a plus le temps. Merci beaucoup.